Bonjour, c'est Émilie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de classe flexible. Je vais surtout vous parler de mon cheminement et de comment j'ai avancé vers ce qu'on peut appeler une démarche de classe flexible. Alors, dans ma classe, tout n'est pas encore abouti et je ne sais pas si un jour je pourrais dire que ça y est, je suis complètement en classe flexible, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Donc on va essayer de comprendre comment on peut définir la classe flexible, à quoi correspond cette démarche. Je vais essayer de vous parler aussi des différentes étapes par lesquelles je suis passée, des constats que j'ai faits à certains moments et des difficultés que j'ai éventuellement pu rencontrer, et de vous dire où j'en suis aujourd'hui, même si le processus est encore en cours. Il ne s'agit donc pas du tout d'un exemple, mais plus d'un récit d'expérience. Pour moi, la classe flexible n'est pas un état en soi. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit qui guide mes réflexions, mes choix, qui me donne envie d'essayer des choses, de m'adapter. Et c'est surtout pour moi le principe de se dire que rien n'est figé, que tout peut évoluer, qu'une modalité de travail peut être appropriée à un certain moment et pas à d'autres, et de voir comment on va pouvoir s'adapter aux élèves, leur donner de l'autonomie, pouvoir pallier aux gros effectifs et travailler en respectant le rythme de chacun. La classe flexible, finalement, ce n'est pas juste un aménagement de l'espace, mais c'est surtout une démarche. Alors le concept de classe flexible, ça fait 1 an et demi ou 2 que j'ai découvert le concept sur Internet. Ça a été une vraie révélation pour moi parce que ça mettait un mot, ça conceptualisait ce vers quoi je tendais intuitivement depuis quelque temps. Ça me parlait parce que ça correspondait complètement aux besoins de mes élèves et ça répondait à plein de questions que je me posais, ça correspondait à ce que j'essayais de construire à ce moment-là dans la classe et ce qui émanait de mes observations des élèves et de ce que j'analysais de leurs besoins. Et je crois pas que ce soit vraiment un effet de mode comme certains peuvent le penser, mais je crois vraiment que ça correspond à une évolution des pratiques qui est dans la mouvance depuis quelques années. Donc là, je viens de finir de lire, comme pas mal d'entre vous, j'imagine, le livre Enseigner en classe flexible aux éditions Retz, qui a été écrit par Anne Larcher, Evie Laversan, Adeline Michel, Aurélia Onisco-Leclerc et Séverine Walker. Et je vous ferai toutes les éloges qu'il mérite à la fin de ce podcast. Donc comme je l'ai dit dans l'épisode de présentation, j'ai toujours travaillé en REP, je suis maintenant en REP+, en CM1. Et quand j'ai commencé à me questionner sur tout ça, j'avais la chance de travailler avec mon amie Elodie, qui se reconnaîtra et que je salue. Et donc je vais parler de nos questionnements à la première personne du pluriel. Je crois que notre première question, ça a été vraiment de se demander mais comment faire pour gérer tous ces enfants qu'on perd complètement et qui décrochent dans le collectif. Comment gérer cette quantité d'élèves alors qu'on sait qu'on a besoin d'être en plus petits groupes pour être au plus près de leurs besoins. Comment faire pour gérer les élèves qui sont en autonomie quand on prend des petits groupes d'élèves? Comment les rendre complètement autonomes? Comment leur donner des activités qui sont vraiment source d'apprentissage et qui ne restent pas des activités occupationnelles? Je me souviens qu'à l'IUFM, on les appelait les activités FMLP comme Fous-moi la paix. Ensuite, en essayant diverses modalités, les ateliers, on s'est demandé comment sortir de ces organisations hyper figées où il faut absolument 4 ateliers avec tant d'élèves, avec tant de couleurs et que ça tourne et qu'au final, on se retrouve à avoir vraiment 1 ou 2 ateliers qui correspondent à ce qu'on veut vraiment faire travailler et 2 ou 3 autres ateliers qui correspondent à des activités occupationnelles, clairement. On s'est également questionné sur le fait de réussir à faire des groupes et à gérer la bienveillance dans la classe entre les élèves pour ne pas stigmatiser les élèves en difficulté et ne pas prendre constamment le groupe des élèves en difficulté mais pouvoir prendre aussi tous les autres en petits groupes.
Donc on s'est vraiment interrogé sur l'efficacité et l'efficience de ce qu'on proposait aux élèves et de comment l'améliorer. Voilà, puis on avait vraiment envie de pouvoir accorder le temps nécessaire à tous les élèves, sans laisser de côté les élèves qui fonctionnent bien tout seuls, sans passer à côté des élèves moyens qui sont discrets et qu'on oublie parfois. Parce qu'il y a souvent un moment dans l'année où on se dit, ben mince, tel élève, je le connais pas si bien que ça, je suis passée à côté, je pensais que ça allait et finalement ça va pas, ou au contraire je pensais que ça allait pas et finalement en fait il a un bon potentiel que je n'avais pas du tout décelé. Et du coup tous nos questionnements forcément sont vite arrivés sur l'aménagement de la classe. On s'est vite rendu compte que ce n'est pas du tout la disposition de la classe qui va rendre notre pédagogie plus ou moins flexible ou plus ou moins coopérative, parce qu'on voit bien qu'on peut disposer les tables en îlot et qu'on ne va pas forcément pour autant proposer des activités de coopération ou de travail entre pairs, et qu'à la fois il y a aussi des classes dans lesquelles pour des raisons de taille de classe, les tables sont mises de façon un peu traditionnelle, mais les collègues proposent des activités qui favorisent le travail entre pairs, le partenariat, la coopération, etc. Et puis parfois, on a des élèves en îlot et finalement, on se retrouve à un moment donné, on se dit, ben là, ça aurait été bien qu'ils soient par 2. Et d'autres fois, ils sont par 2, on les aurait bien mis par 3, par 4 ou par 6. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de disposition de classe idéale qui irait tout le temps pour toutes les situations, mais que des fois, ben justement, il va falloir être flexible et accepter de changer les tables de place. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est le fait de pouvoir facilement passer d'un fonctionnement à un autre et d'être flexible et de pouvoir s'adapter et de pouvoir accepter de parfois être dans une posture assez cadrante et d'autres fois dans une posture davantage de lâcher prise, et qui va faire que on va pouvoir être flexible et accéder à cette démarche. Du coup, la flexibilité, ce n'est pas seulement la flexibilité de l'espace, mais c'est la flexibilité de l'enseignant, sa capacité à changer de posture, à s'adapter, à accepter de ne pas tout voir, de ne pas être partout, de ne pas tout faire comme avant, à faire confiance aux élèves, à avoir confiance dans le travail qu'il a préparé, avoir confiance aussi dans les interactions entre les élèves. C'est aussi la flexibilité de l'organisation, des modalités qu'on propose, la flexibilité de l'espace, donc comme on en a parlé, et la flexibilité aussi du matériel. En fait, tout ça va s'imbriquer, c'est-à-dire que le fait d'être flexible dans sa façon de voir les choses, dans sa posture, d'être flexible dans sa classe, d'avoir un espace qui peut s'adapter, de s'autoriser en fait à être flexible, de s'autoriser à laisser faire les élèves, de s'autoriser à changer de modalité, à adapter ses modalités. Toute cette flexibilité, elle va s'imbriquer et elle va faire que vous allez adopter une démarche de classe flexible. Et le vrai levier pour accéder à tout ça, ça va être au-delà de l'aménagement de la classe, parce que parfois on n'a pas forcément les moyens matériels de tout changer tout de suite, mais le vrai levier, ça va être le changement de posture de l'enseignant et sa capacité à lâcher prise quand il faut. Donc il va falloir faire le point sur ce qu'on est, sur pourquoi on le fait, comment on le fait, et savoir où est-ce que notre présence est vraiment nécessaire, où est-ce qu'elle est bénéfique, où est-ce qu'elle est néfaste aussi, et à quel moment il faut savoir se mettre en retrait. Je me souviens que pour ma première inspection en début de carrière, j'avais vraiment cette impression que pour faire classe, il fallait que je montre comment je tiens mon groupe, comment je parle à la classe, comment je suis devant, un peu faire mon one-woman show. Et quand on est dans une démarche de classe flexible, on se rend compte que c'est tout l'inverse en fait. Il faut accepter que les élèves n'aient pas tout le temps besoin de nous. Faut se dire qu'il y a aussi plein de choses qui passent par le travail entre pairs, par la coopération, par l'entraînement, par les erreurs et accepter l'idée que tout ne vienne pas de nous en fait. Voilà, on peut laisser les élèves prendre les rênes de leurs apprentissages aussi. Alors donner de l'autonomie aux élèves et se mettre en retrait, ça ne veut pas forcément dire perdre le contrôle, ni les laisser tout seuls, ni ne plus rien regarder et ne plus rien suivre.
Ça va demander énormément d'organisation. On va peut-être moins se focaliser sur les traces écrites et la trace qui reste dans le cahier tout le temps. Mais par contre, on va devoir vraiment bien s'organiser pour donner du cadre aux élèves, pour qu'ils puissent développer leur autonomie, mais dans un cadre rassurant. Après, il y a plein de types d'organisation possibles et donc moi j'ai testé les ateliers, j'ai testé les plans de travail et bon, quand on commence, c'est pas toujours facile. On essaye, on observe, on analyse, on voit qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien et puis du coup on fait avancer notre organisation. Alors j'avais encore plein d'autres choses à vous dire que j'ai déjà enregistrées, mais je me rends compte que l'épisode est déjà assez long. Donc je vais finir avec mon petit bilan sur le livre enseigné en classe flexible et la suite je vous la raconterai dans un prochain épisode. Alors comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'ai terminé de lire le livre La classe flexible. Et c'est une lecture qui a été vraiment très agréable. Je me suis vraiment retrouvée dans la façon de penser des auteurs. J'ai apprécié le fait que ce ne soit pas un mode d'emploi précis de la classe flexible, mais plutôt un répertoire de toutes les possibilités qui s'offrent à vous si vous voulez aller vers la classe flexible. Il est très positif, ça permet à tout le monde de se positionner. Ça ne donne donc pas un modèle, mais vraiment un éventail de possibilités. Elle nous parle des postures de Bucheton, elle nous rappelle donc les différentes postures de l'enseignant en classe. Il y a régulièrement des images, des petites mind maps, des petits tableaux récapitulatifs avec les avantages et les inconvénients de tel ou tel choix. J'ai apprécié le petit test au début du livre qui permet de savoir quel type d'enseignant nous sommes. Ça m'a fait penser aux tests que je faisais dans les magazines pendant l'été, donc c'était tout à fait approprié et assez ludique. Et ça vous permettra aussi de bien différencier les différents types de fonctionnement, le fonctionnement en centre de Debbie Diller ou ce qu'elle appelle les AIM, ateliers individuels de manipulation. C'est ce qui correspondrait le plus à ce que je fais et voilà, ça a mis un terme sur une de mes pratiques. Et le livre vous donnera plein de petits tuyaux pour aller vers la classe flexible. J'ai bien aimé aussi la deuxième partie qui parle plus de observer pour évaluer et qui correspond vraiment à ma façon de voir les choses. Elle donne des idées d'outils pour le suivi des progrès des élèves. Et dans les dernières parties du livre, elles reprennent un peu les données plus ou moins théoriques du début du livre en avançant dans les exemples, en vous proposant des choses, en donnant des possibilités de fonctionnement. Et à chaque fois, elle récapitule bien les limites de chaque chose, les avantages et les inconvénients. Donc vraiment, c'est une lecture que je conseille à tout le monde. C'est à la fois très professionnel et très accessible, que vous ayez déjà une pédagogie de type classe flexible ou que vous l'envisagiez ou pas du tout. Cette lecture est très enrichissante. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la page Facebook ou sur Instagram ou directement sur le site pour me faire un retour.